Bah oui, tout d'abord, merci beaucoup à Bianca, à René, à l'Observatoire de nous accueillir et de pouvoir un peu tester nos recherches à un public. Alors je préviens, on m'a prévenu que j'avais peut-être écrit trop, donc je vais sans doute m'arrêter en plein milieu pour essayer de, comment dire, plus raconter de façon plus succincte, mais je proposerai évidemment une référence écrite au travail complet. Euh, et voilà, donc je vais me lancer et puis évidemment l'idée c'est vraiment de pouvoir échanger ensuite sur ces idées qu'on a essayé d'avancer théoriquement et pratiquement en termes d'expérience vécue, de recherche et de terrain. Donc voilà, donc moi, ma présentation s'intitulait Différents d'origine et traduction ontologique, pointière espace au sein et en dehors du droit, en point d'interrogation. Donc je propose ici de partir d'une parabole pour chercher à comprendre ce qui se trame actuellement dans un certain règlement de compte entre mythes sur le continent dit nord-américain. Cette parabole n'est autre que celle racontée par le prêtre à Joseph K. dans le récit du procès de Kafka, celle d'un paysan se rendant à la porte du droit et qui n'ose pas, jusqu'au dernier souffle de sa vie, franchir le seuil de celui-ci à la suite de la mise en garde de l'impassible gardien qui était pourtant là pour le servir. Cette parabole par laquelle j'initiais mes recherches il y a quelques années pose les questions que tout juriste consciencieux de son métier évitera à tout prix de se demander, à savoir qui est légitime d'être un sujet de droit, individuel ou collectif, réel ou fictif, et de traverser ainsi le seuil de la porte. Elle pose aussi la question de quel risque entreprend l'individu à traverser ou non cette porte et affronter le péril que toutes les vérités propres à son récit des faits ne soient détruites devant un droit qui se veut, lui, récepteur universel. Enfin, qui et quoi justifie cette porte, ce gardien à son service, du droit autant que de l'individu? Et pourquoi donc cette coupure, cette frontière à l'encontre du monde, au beau milieu d'un champ? L'interprétation que nous pouvons en faire est multiple et pose les éléments fondamentaux pour questionner les origines mythologiques du droit en Occident. Giorgio Agamben, entre autres, y décèle la violence que produit le droit à l'encontre du langage vernaculaire et de l'expérience humaine. Et la négativité de ce système englobant et oppressant nous obligerait à un choix dichotomique. Soit se révolter, faire voix au sein du droit contre lui, soit sortir en dehors de celui-ci, le destituer pour cesser la violence que le droit fait aux êtres humains, qui s'y trouvent engloutis et niés dans leur existence. Pour d'autres, comme Gunther Teubner, théoricien de l'autopoïèse du droit, la parabole révèle l'ambivalence excessive du droit qui nous dirait quelque chose, quelque chose qui oblige à affronter l'abysse que crée le paradoxe des origines. Faire face à l'abysse, rester avec le problème des origines, c'est reconnaître le droit comme capacité langagière à générer des fictions juridiques et rien de plus. La réalité du droit comme productrice permanente de mensonges censés se rendre utiles aux hommes afin de créer l'attente et la confiance pour faire des projets de vie et l'espoir permanent d'un acquittement rédempteur, malgré la culpabilité planante du châtiment et de ses ravages. Seulement, comme nous le rappelle Walter Benjamin, accepter ce jeu des fictions du droit dans son cadre historique présent, c'est tolérer la mythologie d'une violence fondatrice de l'État qui se rend coupable vis-à-vis du monde en tranchant le bon du mauvais, sans autre échappatoire, par ce code binaire et proprement lapidaire qu'impose le droit par un coup de force ou un état d'exception, selon Carl Schmitt par exemple, ou Derrida pour le coup de force, faisant naître le souverain sur ses terres et son peuple. C'est ici tout l'enjeu du contexte historique où nous sommes, où deux droits européens, l'un du Royaume-Uni dit du common law et l'autre venu du Royaume de France dit de tradition civiliste, débarquent sur les rives de l'île de la Tortue qui deviendra par force l'Amérique du Nord. Cette force transformée en droit qui use de la violence de façon fondatrice et conservatrice est, comme nous le rappelle Dali Giroux, un élément central de ce nouveau monde, cet extrême Occident dont la naissance correspond à la spatialisation dans l'infini de la pensée européenne, ainsi que l'avait théorisé Carl Schmitt dans son Nomos der Erde. Par ce patient travail de signification de l'exclusion dans l'espace et dans la durée, le péché originel du droit colonial prend sa place en créant son temps mythique, son argument national, autant québécois que canadien qu'états-unien, pour ne parler que de l'Amérique du Nord. Aussi absurde qu'une porte gardée au beau milieu d'un champ, une croix se pose sur un mont, une île se nomme d'une sainte et un lac prend des airs de Malouin, et justifie dès lors l'apparition d'une porte et de son gardien à travers le territoire et à l'insu des populations autochtones qui habitaient le continent littéralement et allégalement. C'est dans ce contexte d'une prise de terre cosmocratique que s'inscrit ce que Giroux appelle potentiellement le geste le plus profond
de cette nouvelle pensée issue de l'Europe, celui de donner une formule, une matrice et une durée à la violence fondatrice, en s'appropriant l'espace américain comme espace vierge, où le pionnier, par son terra nullius et sa doctrine de la découverte, va nourrir l'appropriation par la dépossession de l'espace habité. Ce vol, dans tout son déni et son dénigrement de la réalité linguistique et topographique des peuples autochtones par le langage du droit et ses institutions, crée un schisme irrémédiable entre deux terres, deux mythes, deux habités, celle de l'américité, l'Amérique dans l'esprit de ces peuples aborigènes, comme le dit George Suey, contre celle de l'américanité, l'Amérique aux yeux des nouveaux venus. La dernière suppose avoir recouvert l'autre comme un tapis ensevelissant, qui par sa surface, son quadrillage, ses infrastructures, sa démographie exponentielle et ses politiques génocidaires aurait gagné la légitimité d'être le gardien de nos droits. Pourtant, après 531 années de ce schisme fondamental que George Suey décrit comme la collision entre les puissances les plus patriarcales de l'Europe et la civilisation matricentrice et circulaire la plus intacte de la planète, et en dépit de toutes les prédictions et attentes coloniales, nous assistons depuis quelques décennies à une forte résurgence culturelle, spirituelle, ainsi que politique et économique de tous les peuples amérindiens, ayant survécu à la colonisation. Au cœur du droit colonial canadien et québécois, deux phénomènes surgissent de ce constat. Le premier est le nombre grandissant d'individus, chefs, militants, communautés autochtones, qui franchissent le seuil de la porte du droit pour y réclamer avec leur propre langage une reconnaissance de leur mythe et de la légitimité autochtone d'une souveraineté sur des territoires non cédés. Je pense ici aux multiples exemples de procès depuis les années 80, comme celui de Western Forest Products versus Richardson and Others en 85, ou le plus fameux Delgamuukw versus British Columbia en 97, dont les transcrits atteignent des milliers de pages dans lesquels mythes, chants traditionnels et refus de représentation juridique viennent confronter le droit au cœur de ces pratiques. On peut penser ici au texte de Peter Goodrich ou même Philippe Blouin qui a écrit sur ces questions d'injonction dans un article paru récemment. Même si dans la majorité des cas, ces demandes sont rejetées comme un forum non-convenience, nous verrons, je crois, dans la présentation de Philippe Blouin, que certaines des incursions, comme celle du procès en cours Kaintineta et Al versus Société Québec des infrastructures, réussissent à creuser des fissures malgré l'inéluctable retour de l'opposition juridique à de telles percées. Le second phénomène est le reflet provoqué par le premier. L'aporie au cœur de la souveraineté canadienne se rend visible, trop visible. Ainsi que René Lemieux l'explicite clairement dans son article « L'espace du droit et ses limites » paru récemment et que je salue par ailleurs, la volonté des juges de la Cour suprême d'utiliser la sculpture du canot Spirit of Haida Gwaii ou du Turo Wampum Ganyangeaga comme métaphore juridique de la souveraineté du Canada illustre une fois de plus le refus d'une souveraineté autochtone en maintenant à la Cour suprême son pouvoir d'interpréter comme le seul valable. Cette tentative de récupération des images autochtones pour professer la fusion de la souveraineté en la basant une fois de plus sur la seule légitimité du langage juridique occidental, montre l'impasse du pluralisme juridique canadien actuel. Entre une approche intra-étatique qui essentialise la différence autochtone dans une politique coloniale et une stratégie extra-étatique qui nivelle les ordres juridiques dans le système monde de la souveraineté étatique des nations, un vide résonne au creux duquel l'impasse ontologique et l'invisibilité cosmologique des peuples amérindiens continuent de s'alimenter au sein du langage juridique. Le mieux propose dès lors de chercher par la traductologie une façon de réparer ce travers et mieux inclure l'altérité normative. Il pose alors un constat essentiel face à l'impasse. La traduction explicite, celle où la distinction entre l'original et le texte traduit est admise, reconnue, encouragée, et la traduction implicite, dite pragmatiste, où l'on masque l'origine de la culture source pour faire traverser le sens, le message en premier, serait le reflet des tentatives intra-étatiques et extra-étatiques d'intégration du droit autochtone au sein de l'interprétation souveraine et correspondrait aux deux images et méthodes proposées pour fusionner la dite souveraineté. Sans choisir l'une ou l'autre, nous sommes mis devant le constat que la première façon accepte le discours juridique comme un lieu possible de traduction, alors que la seconde manière continue la lutte politique autochtone pour amener sur un pied d'égalité son discours et son droit d'interprétation à celui du discours souverain du droit colonial. De ce fait, il refuse de mesurer la relation entre les parties et exige une autorité tierce pour traduire le différent. Le droit international, par exemple, pourrait servir dans ce cas-là. Nous sommes ainsi face à une opposition entre interprétation par absence d'accord sur le moyen de traduction. Il y a donc deux problèmes cruciaux qui transparaissent, à mon avis, dans cette situation. Le premier est celui d'une absence de traduction au niveau ontologique qui puisse donner place à de véritables symétries dans l'interprétation des origines et dans le règlement des différends.
Le second est de concevoir quel lieu ou espace, effectivement, juridique, politique, tiers espace supposément neutre, d'idéologie ou autre, pourrait faire naître l'échange de traductions et de décisions applicables qui tolèrent à égalité les interprétations de différentes souverainetés, sans être ravalées par ce fameux système monde actuel basé sur la souveraineté étatique d'origine européenne. Je propose ici une hypothèse en réponse à cette aporie. Notre imaginaire pour une solution à ce problème de hiérarchisation des interprétations souveraines et d'un lieu tiers qui permette une traduction sur un pied d'égalité est faussé. Nous nous méprenons sur le tiers. Nous le pensons toujours comme un lieu d'autorité, un langage d'interprétation qui, par son espace ou par sa méthode, serait neutre, serait absous de toute idéologie en quelque sorte. De ce fait, nous sommes piégés dans la négociation d'un autre épistémologique, aussi parfait qu'impossible, telle une théorie de la communication rationnelle habermasienne par exemple. Je veux soumettre ici que le tiers espace que nous attendons, tous pour supposément décoloniser le monde, ne se trouvera pas, car le tiers se situe dans la façon d'engager notre réflexion critique. C'est un mode, une façon de jouer au sein même du langage, où la traduction s'explicite comme elle se rend implicite, en dehors et au sein des institutions culturelles qui conditionnent nos formes de vie. Si nous regardons la gravure du prêtre jésuite Latifo que nous avons affichée pour cet événement, par exemple, tout s'y trouve en quelque sorte dans la comparaison idyllique qu'elle présente. Ce n'est ni le lieu ni l'autorité de l'orateur qui doit changer, mais bien plutôt le rapport au dialogue, au jeu, à la tromperie, à l'accord sensible des parties, qui existe comme un possible au sein de toute communauté humaine, de toute forme de vie. Afin d'approfondir au-delà d'un idéalisme de jésuite ces réflexions, au cœur de cette hypothèse, je me propose pour deuxième partie de la présentation, je vais quand même regarder combien de temps. Ouais, oh ça va. Donc je me propose, où j'en étais, oui, pour deuxième partie de l'étudier sous l'apport potentiel de deux penseurs, Ludwig Wittgenstein et Walter Benjamin, qui s'inscrivent dans une même tradition dont le mystique égale le pragmatisme et dont l'errance nomadique et l'intérêt porté pour les différences ontologiques qui traversent les langues et les formes de vie pourraient informer davantage la traduction entre souveraineté au cœur d'une culture juridique de l'extrême Occident, qui échoue à rendre compte de son américité. Nous soumettons ici que l'enjeu est de trouver ce tiers-espace au sein et en dehors du langage du droit, en faisant l'opération à la fois pédagogique et existentielle de soustraire l'état du droit, pour donner au droit dans sa quête pour lui-même une émancipation hypothétique de ses chaînes étatiques et souveraines, ainsi que le professeur Marc Antaki nous le suggère. Rendre au droit sa forme sans état, c'est voir si nous pouvons mettre en scène d'autres figurations du désir que celle des constructions institutionnelles, de la forme désirante, de la domination et de la soumission, du Herrschaft, du droit rect, se tenant debout tel un corps rigidifié. Il nous faut changer en quelque sorte de posture. Donc, pour développer là-dessus, que peuvent dès lors deux philosophes allemands et autrichiens ayant évolué au mélange de l'élite académique et culturelle anglo-saxonne, allemande et viennoise du début du XXe siècle ? C'est certes une question importante à se poser ici. Le premier intérêt que nous pouvons leur porter est lié à leur parcours et leur rapport à la traduction. Wittgenstein est avant tout un penseur qui se traduit lui-même et qui est également traducteur. Ses préoccupations sur la traduction, de ses lectures professionnelles autant que littéraires, et son existence de globe-trotter en fit un citoyen d'aucune communauté, comme on aime à le dire, maîtrisant plusieurs langues et grammaires. Mais plus important encore, cette condition de pluralisme linguistique sans maison, unhousedness, venait d'un profond sentiment d'être chez soi, at homeness, dans la langue austro-allemande qu'il traduisait en plusieurs langues. Benjamin, quant à lui, fait prévaloir une théorie linguistique radicale qui dépasse la seule volonté wittgensteinienne de se frotter au terrain rude et propose d'attribuer un sens au monde qui revalorise le rôle de la traduction au cœur du langage, comme expérience de processus de maturation. Qui plus est, le lien entre les deux philosophes reste très fort et s'initie, malgré leur ignorance de l'un et l'autre durant leur vivant, par un chez-soi culturel et intellectuel de la langue et des auteurs allemands et autrichiens, et la prise au sérieux de l'expressivité et de l'esthétique dans le langage, mais aussi une conception toute particulière du religieux en lien au langage. Je vais donc essayer ici d'amener brièvement au devant de notre enjeu des différends d'origine et des traductions ontologiques, trois éléments clés que partagent ces deux penseurs et qui, selon moi, pourraient permettre un premier exercice d'heuristique en réponse à notre impasse de traduction et de lieu. Alors, je vais quand même vérifier. Okay. Donc, le premier, c'est plutôt sur le rapport à l'anthropologie comparative et au droit. Ensuite, je passerai plus sur la question en fait, de la façon de concevoir le cérémoniel et le rituel.
Et j'essaierai de conclure, mais sans doute en réduisant très schématiquement les images auxquelles je pense, euh, sur, sur la question justement du religieux et du langage qui est peut-être un peu particulier. Donc, le premier élément est l'approche anthropologique et grammaticale par laquelle Wittgenstein et Benjamin identifient dans l'accord des jeux de langage et le moyen pur du langage la source divine, entre guillemets, ou l'arrière-plan de nos formes de vie capables de défaire les mythes des institutions de notre civilisation, pétrifiées en quelque sorte au positivisme scientifique et juridique, une fois que nous en prenons conscience. Pour revenir à notre intention d'imaginer en quoi un pluralisme juridique pourrait répondre d'un nouvel espace réceptif des droits autochtones par de véritables traductions ontologiques, il faut trouver une façon de jouer avec le droit hors de l'État, comme je l'ai proposé juste maintenant. Trouver, donc comme le suggère, une fois de plus, je reviens sur Antaki, une façon pour que ce corps rigide, dont l'état psychosomatique peut nous préoccuper actuellement, notamment si on pense rien qu'à la République voisine états-unienne par exemple, pour que cesse justement cette rigidité et que le corps du droit puisse revenir dans sa condition primaire en quelque sorte, si on suppose, comme Robert Cover essaye de le faire, que l'état primaire du droit, qui est avant tout un récit et un langage dressé par une mythologie qui va ensuite s'inscrire dans cette violence fondatrice, si on considère que ce langage premier est d'abord un état d'être païdéique, dont l'étymologie en grec est liée à l'enfance et au jeu. Wittgenstein, à cet égard, offre de nombreux éléments méthodologiques pour resituer le droit dans sa condition apatride et permettre ainsi le renouvellement existentiel de la question du droit pour lui-même, soit la restitution au droit de ce qui lui est propre. L'un des éléments essentiels de cette méthodologie est la possibilité de percevoir les institutions depuis les formes de vie qui les façonnent et d'identifier le jeu qui s'inscrit dans l'espace public et qui institue une pratique communautaire stable. Comme nous l'explique Pascal Richard dans son article « Apport de Wittgenstein à la réflexion comparatiste », l'outil conceptuel des jeux de langage permet d'imaginer le fonctionnement d'un système symbolique artificiellement façonné reposant sur une sorte de dressage. Dressage par lequel les juristes fabriquent dans la logique du jeu les institutions juridiques qui forment le corps du droit. Cet abandon de la théorie de signification pour celle de l'analyse de l'usage et des jeux de langage par Wittgenstein a été indirectement projeté dans la théorie du droit par l'école institutionnaliste. Dans la lignée de cette pensée, nous arrivons au cœur d'une conception qui se veut pluraliste, mais la pensée de Wittgenstein porte le pluralisme à la question d'une symétrie des ordres normatifs. En effet, en rejetant l'idée du langage comme système, pour y voir plutôt la présence de multiples jeux entrelacés, l'usage forme dès lors l'interface de l'institution par la pratique qui donne sens à notre action. En s'enracinant dans nos énonciations et leur apprentissage répété, ces formes finissent par paraître naturelles, entre guillemets, en créant un accord au sein du langage avant d'être une forme de vie spécifique. Cette approche par les formes de vie nous ouvre à une comparaison des origines entre systèmes normatifs et la forme que prennent leurs institutions, d'un point de vue de l'anthropologie comparative. Elle demande à voir les actions qui façonnent l'animal cérémoniel et prendre conscience de l'indétermination nécessaire des concepts utilisés en droit. Le jeu prend 3 formes dans une institution. Jouer selon la règle, jouer ludiquement, en quelque sorte, du fait d'être dans le jeu de langage, et avoir du jeu. C'est ici, pour l'indétermination nécessaire des concepts utilisés en droit, que la dernière façon de jouer nous intéresse, celle d'avoir du jeu comme une porte qui aurait du jeu qui n'est pas tout à fait stable, dont la tenue peut vaciller, telle l'interprétation d'un concept. Alors, je suis désolé, ouais. Enfin, l'approche anthropologique permet, d'un point de vue de la macro-comparaison, d'identifier nos conditionnements juridiques qui naissent des taxonomies eurocentriques du droit comparatif. Benjamin en dresse, par exemple, le façonnement d'une forme de vie institutionnelle étatique et policière sous la République de Weimar, dans son fameux texte sur la critique de la violence, et la fausse non-violence, justement, du principe du compromis parlementaire, qui reste affecté de cette violence depuis le point de départ jusqu'au point d'arrivée. Et il montre également, justement, que cette forme d'instauration néglige en quelque sorte les moyens purs du langage, la courtoisie, la sympathie, l'impunité de la tromperie, comme accord politique de non-violence, qui pour lui serait beaucoup plus parlant de cette forme païdéique du droit, et donc d'une forme qui sort de l'État, comme accord politique de non-violence qui reste disponible et vivant dans les rapports entre personnes privées, comme il le dit lui-même, mais sont immédiatement châtiés comme délits punissables par les lois étatiques. Cette base largement idéologique qui a rigidifié le cadre de référence
par une position de surplomb rend les juristes occidentaux incapables de renouer avec l'immanence multiple des pratiques du droit. La généalogie des textes comparatistes démontre, comme le montre Pascal Richard, l'aveuglement volontaire à l'encontre des droits non occidentaux, tel que défini par Masashi Shiba, en les renvoyant systématiquement à un processus plus ou moins conscient de tropicalisation des modèles occidentaux, ce qui pousse certains commentateurs à considérer que, paradoxalement, entre guillemets, les comparatistes occidentaux font œuvre d'un certain cannibalisme juridique. Alors, je vais juste... Ok. Donc, ce supposé paradoxe perd évidemment de sa paradoxalité et gagne en cohérence dès que nous repensons à ce qu'écrit Legendre sur le corps rigidifié du droit, dont la forme désirante est celle d'une domination qui engloutit ses sujets pour les protéger. C'est comme le confirme Richard, depuis cette position privilégiée de l'État centralisé, où se forme le discours de légitimation du droit, que celui-ci s'est irradié comme théorie et praxis. Nous sommes à présent face au deuxième élément, celui de la symétrie entre Wittgenstein et Benjamin, que Wittgenstein et Benjamin dressent entre les formes de vie humaine dans leur rapport au cérémoniel, et en utilisant deux exemples particuliers, celui de la question ritualistique du sacrifice et celui de la question de la violence divine, par exemple chez Benjamin dans son texte sur la critique sur la violence. Les deux auteurs nous montrent que dans notre rapport à la connaissance persistent des affaires profondes et sinistres qui nous disent quelque chose d'important sur nous-mêmes et que l'homme moderne ne cesse de vouloir ignorer. Une fois que nous le voyons, nous devons également cesser d'expliquer ou de vouloir expliquer. Et c'est d'ailleurs un peu la grande critique qu'essaye d'élaborer Wittgenstein par rapport au rameau d'or de Fraser, de l'anthropologue Fraser, qui est un peu considéré comme un des premiers textes que Wittgenstein développe et qui a été réutilisé par beaucoup d'anthropologues et de juristes pour parler de son rapport à l'anthropologie. Donc il critique cette obsession en quelque sorte de toujours devoir expliquer afin de comprendre d'où vient la motivation profondément humaine, autant dans notre crédulité moderne que dans une supposée crédulité ritualiste. L'idée que le rituel serait quelque chose d'utilitariste, fondé sur la conviction d'amener de la pluie par exemple, ou de sacrifier pour maintenir le soleil, ou les bonnes denrées, n'est qu'une façon de vouloir congédier le rituel au fait de faire quelque chose d'autre, alors que l'homme citoyen d'un État pratique les mêmes rituels sur les mêmes croyances, simplement différés au sein du corps de l'État, qui lui continue les sacrifices indirects, ignorés de son monopole. Le rituel du sacrifice, comme celui de la violence divine chez Benjamin, cherche à illustrer un rapport aux affaires profondes et sinistres, sous-jacents à la vie humaine et toujours présent en société. Nous ne voyons plus le sacrifice visuellement, mais il reste présent et toujours possible. Et c'est ce sentiment interne qui nous dérange tout en nous fascinant dans la subsistance de bon nombre de cérémonies, même notamment dans les sociétés européennes. Je vais peut-être... Ouais, justement, je pense que je vais arrêter de lire. Et donc, pour dire, donc, sur cet exemple-là, il y a un des exemples qui est intéressant sur la notion du Wicker Man, qui a été popularisé d'ailleurs par un film britannique en 1973. Et dans cette idée, en fait, ce qui était intéressant, c'était, je voulais juste explorer cet exemple parce qu'il est une projection justement des formes étatiques qui, à la fois à l'époque de l'Empire romain, parce que justement c'est une fabulation en quelque sorte de cette idée des sacrifices où on brûlait au sein du Wicker Man des êtres humains. C'est une fabulation de l'Empire romain qui développe en fait cette mythologie par rapport aux sauvages celtes en quelque sorte, et que l'on retrouve justement dans la critique que Wittgenstein fait de l'homme moderne qu'il décrit chez Fraser, comme ne comprenant pas à quel point il y a une résonance dans le fonctionnement qui s'est construit dans la forme d'état de droit au sein de la pratique occidentale. Et donc en fait, je voulais juste dresser un parallèle ici entre ça et la notion de violence divine que Benjamin développe dans son essai sur la critique sur la violence, parce qu'elles évoquent tous deux en fait un rapport à ce qui est propre à nos sociétés autant qu'à l'autre et créent en fait une symétrie de comprendre pourquoi il y a ces affaires profondes et sinistres. Donc c'était un peu juste pour penser à cet exemple-là, mais là j'ai pas pu développer dedans et j'espère pouvoir le faire ultérieurement. Ensuite, pour passer à la dernière, le troisième élément que je voulais décrire comme une des idées qui peut peut-être nous faire penser
à cette capacité de traduction et à la possibilité de trouver un autre espace pour négocier l'interprétation des souverainetés. Le troisième élément est celui par lequel les deux penseurs nous amènent à voir que ce n'est qu'une fois en face d'une prise de conscience de ce rapport à ce qui est profond et sinistre, justement, dans les formes de vie, que nous pouvons comprendre où se joue l'état d'être au monde d'un troisième lieu pour des traductions entre souverainetés, entre différentes ontologies ou différentes formes de conception du monde. Qui pour Wittgenstein donc, se situe dans l'exemple d'une lumière blanche qui pourrait paraître comme vraiment une allégorie de la caverne platonicienne, mais justement c'est un peu plus nuancé. Je vais essayer de détailler là-dessus pour conclure. Donc chez Benjamin se retrouve pour lui dans le langage pur que crée l'exercice toujours rejoué de la traduction vivante. Donc leurs conclusions sont éminemment proches et reconnaissent tous deux un mode par lequel l'objectif même de l'exercice est l'échange symétrique entre différentes cosmologies et ontologies qui, par leur langage, traduisent des formes de vie distinctes. Et pour Wittgenstein, comme nous l'explique Richard, c'est par la grammaire au sein du jeu du langage que doit passer cette traduction préalable aux travaux de tout droit comparé ou de toute comparaison entre interprétations souveraines. Elle joue dans ce cadre un rôle quasi thérapeutique. La traduction n'est plus alors une œuvre de transcodage et elle est véritablement un travail qui est proche du sens psychanalytique de ce terme et permet de mettre en lumière les cadeaux que nous font les langues dès lors que la pensée habite la langue dans ce moment de négociation en quelque sorte. Le recours à cette notion de grammaire engendre une description des relations entre les langages juridiques dans une vue d'ensemble des règles. Voyez, n'expliquez pas serait un peu le mantra de Wittgenstein dans ce contexte. Peut-être ainsi, oui. Et du coup, donc, je voulais juste finir sur ces deux images, ces deux exemples qui sont en fait donc cette métaphore en fait des cloches de verre que Benjamin essaye, que Wittgenstein décrit pour parler de comment on peut trouver une interface de traduction qui ne s'insère pas directement dans un procès adversariel au sein du droit colonial, mais qui ne serait pas non plus une simple destitution en quelque sorte de toute l'institutionnalisation du droit. Et donc cet endroit, il est décrit, et c'est ce qu'essayent de dire Wittgenstein et Benjamin avec le langage, il est décrit comme un mode, comme une façon de jouer à cette traduction et à ce jeu d'interprétation souveraine, mais qui nécessiterait un tiers espace ou un autre lieu que le procès adversariel ou une forme constitutionnelle telle que l'Occident l'a imposée sur l'Amérique du Nord. Donc, je vais pas pouvoir développer sur cette notion de tiers espace, mais je vais conclure un peu sur ça et juste dire donc que effectivement depuis cette parabole où j'ai commencé par rapport à la porte du droit, celle que décrivait justement Kafka dans les méandres de son expérience de l'empire bureaucratique austro-hongrois, et en passant par les traces des rituels et des sacrifices qui sont imaginés souvent par un monstre de raison que devient l'État, et que fabulent autant du coup les empereurs romains que les anthropologues coloniaux du XXe siècle, ignorant du coup de leurs propres rituels, jusqu'au questionnement qu'on peut se faire des possibles formes de vie qui seraient négociées dans un espace de traduction pour remettre ou repenser la perception américiste du continent nord-américain. Je veux, pour conclure, revenir à ces premiers pas de cette coupure fictive que le droit a imposée par son mythe fondateur. Et se poser la question de qu'est-ce qu'on peut, de ce point, faire. Et je pense qu'ici, plusieurs idées peuvent être développées. D'abord, de reconnaître que cette symétrie des mythes et la présence première d'une américité recouverte et étouffée par notre ignorance pourrait nous permettre, en la reconnaissant, de revenir à un lieu de discussion réel, mais qui serait qu'une première chose. Défaire, ou devrais-je dire dégurgiter les formes de vie, les habitats, les minorités, les territoires qui se sont vus appropriés, quadrillés, embarqués, réifiés, pour enfin expérimenter autre chose que la dévoration boulimique, serait la seconde étape. Si nos ancêtres ont su expérimenter des formes sociales et politiques
autre, il est possible d'imaginer que ce fameux utopique puisse être en fait heuristique et ne demande qu'à être vécu dans un espace de traduction. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Merci. Merci Nicolas. Et merci aux organisateurs et organisatrices de l'Observatoire, Bianca, William, René. Voilà, je m'appelle Philippe Louin. J'ai déjà été présenté, pas besoin de faire ça. Mon intervention s'appelle « Remuer les cendres sur l'absence de pouvoir de procuration dans la culture Kanien'kehá:ka ». Et je débuterai avec une citation de Lafito, dont on avait une image aussi, qui en 1724 disait « Les matrones des cabanes n'ont qu'à imposer leur autorité pour faire avorter tous les projets les mieux concertés. » Je suis ici pour parler de mon expérience et de mon analyse du procès des Kanien'kehá:ka Kanistansera, les mères Mohawks, qui ont obtenu ce qui apparemment était la première injonction accordée à des plaignantes autochtones auto-représentées au Canada le 27 octobre dernier. Une injonction qui arrêtait les travaux d'excavation sur le terrain de l'hôpital Royal Victoria, de l'ancien hôpital, pour y procéder à des fouilles archéologiques pour trouver des corps, des sépultures anonymes, apparemment des personnes décédées d'expériences médicales. Cette décision était aussi historique dans le sens où c'était la première décision de justice concernant les tombes anonymes depuis la découverte des 215 enfants près du pensionnat indien de Kamloops en Colombie-Britannique en mai 2021. Donc c'est un procès qui est producteur de précédents aussi. Et voilà, ce chiffre des 215 a monté aux dernières nouvelles. En janvier dernier, c'était à 2500 sépultures anonymes d'enfants qui ont été détectées. Il reste encore des centaines de pensionnats à fouiller, en plus de toutes les écoles de réforme, maisons de correction, hôpitaux, sanatoriums, asiles psychiatriques et tous les autres lieux où étaient envoyés des enfants autochtones. Dans le cadre de ce que M. Trudeau, notre premier ministre, a fini par reconnaître comme étant un génocide, et par cette admission également exposer le Canada à des poursuites devant des tribunaux internationaux pour crimes contre l'humanité. Et le pape François Ier a aussi fait cette admission. En fait, c'était dans l'avion qu'il ramenait au Vatican lorsqu'il a été questionné par une journaliste Kanien'kehá:ka de Kahnawake. Il a fini par utiliser le terme de génocide. À ce moment-là, quand le pape était au pays, les Kanistansera, mères Mohawk, avaient tenu une conférence de presse au pied du Mont-Royal pour demander le retrait de la croix sur le Mont-Royal, qui leur rappelle les atrocités subies des mains de l'Église catholique. Il y avait aussi des orphelins du Duplessis qui étaient présents. Et Cantinetta, à cette occasion, avait souligné que le terme de réconciliation, ou même le mot pour des excuses, en fait, il n'y a aucun terme qui correspond en langue Kanien'kehá:ka. Les Kanien'kehá:ka disent plutôt Anskeri wak watango, je vais réparer mon erreur. Donc, cette intervention va tenter d'explorer ce phénomène de l'intraductabilité dans le système juridique occidental ou dans le langage politico-juridique occidental qui force souvent la rétro-traduction dans les langues autochtones de concepts qui n'y existent pas. Et on verra plus spécifiquement comment l'autoreprésentation des Kanistansera au tribunal, comprise comme une obligation culturelle d'assumer elle-même leurs responsabilités et leurs devoirs, renvoie selon moi à la difficulté, sinon l'impossibilité de traduire le pouvoir de procuration qui en Occident amène des plaignants absents à être représentés par des avocats qui ne sont pas responsables pour les actes des gens qu'ils représentent. Et la cause de cette absence de procuration, comme on le verra, réside dans la distribution du pouvoir de décision à tous les individus dans le cours des assemblées Kanien'kehá:ka et Haudenosaunee, la Confédération Haudenosaunee desquelles ils font partie en général.
Cette distribution qui assure un consensus exhaustif qui amène la distinction entre les pouvoirs législatifs et exécutifs à s'effondrer. Et à cet effet, j'examinerai certains documents qui ont été déposés à la Cour, qui sont dans le domaine public, afin de sonder le fossé entre leurs conceptions respectives de l'autorité, de la représentation et du pouvoir. Il est bien connu que le campus de l'Université McGill est l'un des lieux très probables où le village précolonial, les villages successifs précoloniaux pourraient se retrouver. Il y a eu des découvertes importantes à proximité, le site Dawson, le site le plus important à Montréal. Également en 2017, découverte d'une maison longue avec plusieurs sépultures et beaucoup d'artefacts à l'intersection Peel-Sherbrooke pendant les travaux de réfection. C'était un pur accident. Pour cette raison, et aussi vu que McGill avait emprunté des fonds fiduciaires iroquois au milieu du 19e siècle pour financer ses infrastructures, et aussi pour protester contre la recherche militaire à McGill, qui est notamment utilisée contre le peuple palestinien, Gansinetta, une des mères Mohawks de 83 ans, qui milite pour les droits autochtones depuis plus de 6 décennies, on pourrait dire, avait envoyé en 2015 un avis de saisie de l'Université McGill au nom des femmes Ganenguehaga, ou les Ganisansera, détentrices du titre de propriété de leur territoire ancestral non cédé. Dans la première version publiée de la Constitution ancestrale, la Constitution n'étant pas le bon mot, mais de la Confédération Haudenosaunee, la Ganenrikoa, dont la traduction pose beaucoup de problèmes. Traditionnellement, c'est traduit par la Grande Loi de la Paix, mais à ce qu'on m'a dit, il y a une connotation plus d'un sentier, le grand chemin ou les empreintes de pas sur lesquelles marcher. Donc l'article 44 stipule effectivement que la descendance des 5 nations suit la lignée féminine. Les femmes sont considérées comme les génitrices de la nation. Elles sont propriétaires de la terre et du sol. Plus tard, je vais comprendre, à travers un aîné de Ganwake et de Garunagé, que les femmes, en fait, ne sont pas les propriétaires, mais veillent sur la terre pour leurs véritables propriétaires, qui sont les Tahati Kunsontunche, littéralement les visages à venir qui sont encore dans le sol, ou les générations futures qui reposent dans le ventre de la terre-mère. Convient également de noter qu'en vertu de la ceinture de nomination des femmes, les chefs Rodine-Yanetsu masculins de la Confédération iroquoise sont à la fois sélectionnés et destitués par les femmes avec l'aide des guerriers s'ils s'écartent de leurs responsabilités. Et ça, c'est une vieille alliance entre les femmes et les guerriers dans la Ganenrikoa qui est explorée entre autres dans ce bouquin qui est présent ici, le livre sur la Warrior Society, et sur laquelle, avec d'autres, on avait travaillé à éditer pour donner aux protagonistes de cette histoire-là de résistance dans les années 60-70, donner la voix pour contrer toute la mésinformation qui avait été produite au sujet de la Warrior Society, soi-disant Warrior Society, dans un réseau médiatique qu'on ne nommera pas, en particulier, surtout après la crise d'Oka. Mais j'ai finalement lentement fini par comprendre que l'opacité, surtout pour les Canadiens français, du traditionnaliste Ganenguehaga, avait été dans une certaine mesure nécessaire à la survie de cette culture à une époque pas si lointaine où elle était proscrite par les puissances coloniales. L'article 61 de la Ganenrikoa conseille aux Haudenosaunee, lorsqu'ils voient un danger qui vient à partir du sommet du grand pin blanc, l'arbre de la paix, de se retirer sous l'arbre aux grandes feuilles longues, le Lonaretsuns, qui apparemment serait le grand orme des marais. Mais d'un autre côté, cette opacité est aussi reflet de la manière dont cette société était, où la société coloniale a tout fait pour nier l'existence de cette tradition de la Ganenrikoa, qui était la principale force sociale, politique et militaire autochtone à l'époque de la colonisation. Certains anthropologues ont même suggéré que la première version écrite de la Ganenrikoa était un mythe, une invention motivée politiquement de séparatistes Mohawks. Et la même chose a été dite de l'objet principal de ma recherche doctorale, qui est le Deyohade, ou le Wampu Maduran. Donc, je vais dire quelques mots, en tentant quand même de me dépêcher un peu. Mais voilà, le Wampu Maduran a été présenté comme même une contrefaçon par certains archéologues.
Pourtant, mes interlocuteurs traditionnalistes sont catégoriques sur le fait que leur récit du Deyohade a été hérité d'un récit donné par leurs aînés, leurs grands-parents qui l'ont reçu intact de leurs propres grands-parents et ainsi de suite, jusqu'au premier contact avec les colons européens, parce que c'était le wampum qui a marqué, selon eux, leur pacte initial. Le wampum à 2 rangs fait figurer 2 lignes parallèles qui symbolisent une rivière où le navire des Blancs et le canot des Autochtones sont dits pouvoir s'allier et travailler ensemble et aller dans la même direction à la condition de rester parallèles et de ne pas se croiser, donc de respecter leurs différences. Et en fait, c'est une allégorie qui dépasse de loin le rapport avec les colons parce que c'est un peu ce respect de la différence qui marque beaucoup de relations internes aussi, les relations entre les 5 nations, mais aussi entre les genres, entre les clans et aussi avec les peuples non humains. Mais cette allégorie du wampum à 2 rangs permet aussi de comprendre une variété de domaines. Pour moi, je le vois vraiment comme une clé d'interprétation, notamment du droit de l'incommensurabilité, qui est le thème d'aujourd'hui, et de la traduction également. Pour ce qui est du droit, il m'est souvent arrivé que des personnes Haudenosaunee m'expliquent que la salle boisée du tribunal représente en réalité le cockpit du navire des colons qui se serait implanté sur Terre, et qu'en fait le droit canadien aurait importé ici sur l'île de la Tortue le droit des amirautés, le droit naval, qui est un droit extra-légal, hérité de la bulle inter cetera du pape Alexandre VI, prononcé en 1493, qui disait que tout ce qui est dans l'océan et à l'ouest de l'océan, c'est up for grabs. Même des escarmouches entre puissances coloniales de ce côté-là de la planète n'avaient aucune incidence diplomatique en Europe. Donc c'est cette idée de la res nullius que Nicolas a mentionné. Et que Carl Schmitt aussi, que Nicolas a mentionné, en parle beaucoup de ce droit des amirautés, comment l'Empire britannique l'a étendu dans son empire naval jusqu'à devenir un Commonwealth planétaire. Et donc, suivant cette logique, plusieurs Kanien'kehá:ka m'ont expliqué qu'il faut toujours s'assurer au tribunal de ne jamais franchir l'espace physique de la barre pour ne jamais se soumettre aux droits européens. En fait, selon Gannon Hario, le wampum à 2 rangs ne permet d'embarquer dans le navire des colons que pour les avertir, que pour les notifier que des eaux troubles sont à l'approche et redresser le gouvernail vers une ligne droite. Ça, c'est un point très important. Comme le dit Galunaktaje Louis Hall dans le bouquin, mentionné précédemment, la Gayenregoa n'admet pas de double nationalité. Donc, soit on est dans le cercle des familles, ou quand on en sort, il faut attendre une génération en restant sur le bord du cercle avant de pouvoir le réintégrer. Et comme outil de traduction ensuite, le wampum à 2 rangs, bon, moi c'est à titre de traducteur que j'ai assisté aux audiences du procès, non pas du Kanien'kehá:ka à l'anglais, mais du français à l'anglais, parce qu'en raison du projet de loi à 96, les avocats du Québec parlaient seulement français. Et voilà, comme approche la traduction, wampum à 2 rangs pourrait se rapprocher de ce que Viveros de Castro, l'anthropologue brésilien, appelle l'équivoque contrôlé, où c'est moins les langues qui diffèrent que les mondes desquels ils parlent. Comme si on avait affaire à un arbitraire du signifié plutôt qu'à un arbitraire du signifiant ou des signes. Il s'agit donc, à travers ce wampum, de mettre en évidence plutôt que de suspendre ou de chercher à annuler les divergences entre les langues, donc de présenter l'intraduisible, le sans équivalent. Et pour ce qui est du droit, en fait, comme le soulignait René Lemieux dans le texte qui a été cité par Nicolas aussi, le wampum à 2 rangs exprime une certaine limite du pluralisme juridique, où le non-droit autochtone refuse d'être traduit ou recodé dans la métalangue juridique comme étant un droit parmi d'autres, alors qu'il n'a simplement rien à voir.
Donc, les Ganistansera, tout d'abord, se sont représentées elles-mêmes en cours afin de demeurer dans leur propre voie à tout moment dans la Gaindegoa, comme un peuple distinct sans être pour autant étranger, car il émerge plutôt du sous-sol du droit canadien, d'une réalité qui le précède d'un temps immémorial. Et qui aussi lui coupe l'herbe sous le pied, dans une certaine mesure, au droit canadien, ou plutôt coupe l'herbe sous le talon d'Achille, on pourrait dire, en le rappelant à son histoire qu'on reconnaît aujourd'hui comme étant génocidaire. La requête initiale des Ganistansera pour une injonction s'appuyait uniquement sur la Gaindegoa, à l'exception faite de l'article 35 de la Constitution de 1982, rapatrier la Grande-Bretagne et qui subsumait dans ce geste-là un peu tous les traités précédents signés entre les Autochtones et la couronne britannique, avec qui il y avait une relation, alors qu'il n'y a jamais eu d'accord entre la Confédération Haudenosaunee et le Canada en tant que tel. Mais l'article 35 de la Constitution, qui a été rédigé un peu à la va-vite dans un concert de protestation, et qui est une faille constitutionnelle béante, formulée de manière très vague, en reconnaissant et en affirmant les droits ancestraux des Autochtones. Mais pour ce qui est des Ganistansera, leur interprétation de ça, c'est que la Gaindegoa est donc reconnue et affirmée, mais la Gaindegoa ne reconnaît pas le droit canadien. Donc, et en vertu de l'article 52, également, ça dit que l'article 35 n'est pas soumis à la clause non-obstant, donc il n'y a aucun moyen de suspendre cette reconnaissance du non-droit autochtone. Et toutes les lois qui ne sont pas conformes sont nulles et non avenues. Ainsi, l'autoreprésentation des Ganistansera convoquait l'une des seules dispositions dans le droit faisant barrière au déni entier de leur histoire et de leur existence, afin de pouvoir parler depuis la réalité du génocide qu'elles ont subi, entre parties mutuellement souveraines, sans représentation ni représentant qui ferait écran. Le 1er août, la partie défendresse, il y a 7, je crois, parties, le Canada, le Québec, Société québécoise d'infrastructure, McGill, Hôpital Royal Victoria, Centre universitaire de santé de McGill. Ces parties ont déposé une requête de gestion de l'instance qui voulait obliger les Ganistansera à être représentés par un avocat et qui invoquait l'article 87 du Code de procédure civile, selon lequel toute organisation, personne morale ou autre groupement non doté de personnalité juridique sont tenus d'être représentés devant les tribunaux par un avocat dans les procédures contentieuses, accordant ainsi un monopole professionnel aux avocats pour représenter tout groupe de personnes, sauf si tous ses membres, sans exception, donneraient leur consentement écrit à être représentés par un non-avocat. En réponse, les Ganistansera ont remercié les défendeurs de leur avoir aidé à comprendre que le concept de représentation ne s'appliquait pas à leur situation en tant que Ganistansera, car il n'en existe aucun équivalent dans leur langue et leur culture. Ils ont dit ne représenter personne, bien au contraire, car la Gaindegoa interdit strictement à la fois de représenter et d'être représenté par qui que ce soit. Elle interdit même de dire aux autres quoi faire. On s'attend chacun à ce qu'il assume librement ses devoirs et responsabilités, qui sont pour les Ganistansera, les mères, de veiller sur la terre et les enfants des générations passées, présentes et futures. Notons que la distinction entre la liberté et l'obligation ici ne semble pas vraiment tenir la route, vu que chaque individu est obligé d'agir librement, parce que sinon, il ne serait pas responsable de ses actes et il serait nécessaire d'établir un appareil étatique coercitif. Alors que la Gaindegoa, selon elle, a précisément pour objectif d'éviter de devoir constituer cet État. Les Ganistansera ont donc entrepris d'amender leur requête initiale afin de clarifier pourquoi il leur est impossible d'être représentés. Et j'en traduis ici quelques petits paragraphes. Notre auto-représentation est une exigence de nos pratiques, coutumes et traditions culturelles. Le Wampum 58 de la Gaindegoa stipule que tout chef ou toute autre personne qui se soumet aux lois d'un peuple étranger s'aliène et perd tous ses droits de naissance et les revendications propres à la Ligue des 5 Nations.
Cette disposition interdit aux gens de la Gagandegoa d'utiliser des avocats qui prêtent serment des lois étrangères comme intermédiaires pour exercer leurs droits et responsabilités traditionnelles. Nous ne représentons personne dans le sens que le droit commercial canadien donne à la représentation, qui n'a aucun équivalent dans notre culture. Le mot « Dewadat-Ewanio », qui signifie « nous sommes tous libres » ou « souverains », implique plutôt que toutes les personnes autochtones parlent par elles-mêmes comme des individus libres et qui ne peuvent pas être représentés par d'autres. Cette liberté naturelle rend tous les individus Ganengehaga d'autant plus responsables vis-à-vis de l'accomplissement de leurs devoirs traditionnels. Il faut noter que la tradition Ganengehaga considère la liberté comme un droit naturel accordé par la création plutôt que comme une souveraineté accordée par une quelconque institution humaine. Notre auto-représentation judiciaire est donc fondée sur notre responsabilité individuelle d'exercer librement notre devoir culturel protégé par la Constitution. Le fait que la définition de la représentation qui prévaut dans les tribunaux canadiens soit incompatible avec la culture Ganengehaga, où les avocats n'existent pas, rend impossible toute représentation qui confisquerait la volonté des Autochtones dans la prise de décision. Voilà pourquoi tous les traités conclus dans le passé entre des représentants de la couronne et certains Autochtones sélectionnés, considérés comme des chefs, sont nuls et non avenus, car ils n'ont pas obtenu le consentement de tous les Autochtones libres. Toute personne qui signe un traité au nom d'un peuple, d'un clan ou d'un groupe autochtone viole la Ganegoa qui décrit le protocole à suivre pour la prise de décision consensuelle par les clans. Face à cette liberté naturelle d'exercer son devoir culturel, les lois du navire font naufrage, nul et non avenu. La tâche des Kanistansera, là j'ai arrêté de citer la citation. La tâche des Kanistansera est de veiller sur la terre et les visages à venir. En fait, le mot Kanistansera vient de Onista, qui fait référence au point où le cordon ombilical est rattaché à la mer, ce qui rend le lien entre les femmes et la terre-mère semblable à la tige qui relie le pomme à l'arbre, selon Degarondagé. Degarondagé aussi explique le terme Dewadate-Wanio, qui était présent dans ce que je viens de traduire. Nous sommes tous libres, en expliquant que le préfixe Tewa, par lequel ça commence, est le plus large de tous les 84 préfixes pronominaux qui existent en Ganengeha, qui englobe tous les êtres comme assistant librement à la survie de tous. Degarondagé dit aussi que Dewadate-Wanio contient le mot Tignot, qui indique une chose qui est arrivée, une chose avérée. Et un autre traducteur, Garon Hio, m'a expliqué que ça contient aussi le mot qui a fini par être adopté par les chrétiens pour désigner Dieu, Rawenio. Donc il y a la connotation de « nous sommes tous des dieux », où chaque être n'est pas divin, ou bon, si tout le monde est un dieu, il n'y a pas de dieu, c'est un peu la même. Mais il en demeure pas moins que tous les êtres sont naturellement libres, dans la mesure où ils font usage de leur esprit, Onekura, qui signifie littéralement « ce qui prend soin de nous, ce qui nous protège ». Quant à la référence des Kanistansera au traité comme étant nul et non avenu, elle fait écho à la façon dont le Code de procédure civile, comme j'expliquais, stipule que tous les membres d'un groupe, sans exception, doivent donner leur consentement pour être représentés. Sauf si c'est un avocat, mais dans une société sans avocats, transférer la souveraineté semble s'avérer impossible. Les assemblées de la Ganengeha visent précisément à distribuer cette souveraineté pour atteindre un consensus sans coercition où les décisions ne sont contraignantes que parce qu'elles sont acceptées librement par tous. Je suis obligé un peu, même s'il ne reste pas beaucoup de temps, d'expliquer la petite histoire de la formation de la Confédération Haudenosaunee et sa structure. La Confédération a été fondée, dit l'histoire, lorsque Deganawida, Ayunwata et Jigunzaze ont fini par convaincre le chef Onondaga Atodaho, qui signifie littéralement l'enchevêtré, de rejoindre leur alliance de 5 nations. Et ils ont peigné les serpents hors de ses cheveux. C'est lui qui menait la guerre, il était fou. Voilà, c'était fondé sur des paroles de condoléances aussi, et de comment surmonter la tristesse d'avoir perdu des proches.
Et ils ont également promis de devenir le grand chef de la Confédération, Atodalho, pour le convaincre, qui aurait le privilège d'appeler au Grand Conseil et de les héberger à Nondaga, et d'avoir aussi un droit de veto sur toutes les décisions. Mais c'était un espèce de subterfuge, car en fait, tout le monde dans ce système avait un droit de veto. Les 117 articles ou ceintures de wampum de la Ganegoa dans ses versions écrites échafaudent un système extrêmement complexe de division du pouvoir sur la base d'une une distribution tripartite dans le Grand Conseil, entre d'un côté les frères aînés, qui sont les grandes nations, les plus grandes nations Seneca et Mohawk, les frères cadets, les Cayuga et Oneida, et les gardiens du feu, les Onondaga. Et il y a ce même système dans les conseils nationaux, mais qui là sont divisés entre les clans, ours, tortues et loups, et également dans chaque communauté, ou également dans n'importe quel feu que chacun est libre de constituer à tout moment pour toute fin. C'est en vertu de cette chaîne de commandement, de cette structure concentrique qui part des familles, parce qu'en fait, tous les non-représentants, parce qu'ils sont plutôt porteurs de la voix de leur famille, doivent atteindre un consensus. Et si à un moment, il y a un clan ou un non-représentant, un Rodiaenesu, qui est en désaccord, tout recommence à zéro jusqu'à temps qu'il y ait vraiment un consensus. C'est en vertu de cette chaîne de commandement qui part des familles et des personnes individuelles pour remonter jusqu'au peuple, puis à la Confédération, que la procuration n'est pas possible dans la Ganegoa. Mais la meilleure illustration, pour terminer, réside dans le terme même pour l'Assemblée, qui est Gawachire, qui est un terme qui désigne à la fois la famille et un feu, en référence au foyer de la famille dans la maison longue autour de laquelle la famille se rassemble. Le Gawajire se crée lorsque des braises individuelles, les Otsire, se rassemblent pour créer une flamme et intensifier la chaleur. Et le Grand Conseil, lui, qui réunit tous les Gawajire, s'appelle le Gatsanhuana, le Grand Feu. Et comme le dit le dicton, pas de fumée sans braise. C'est-à-dire que le feu est fait des braises, il part des individus pour ensuite atteindre le grand feu de la Confédération. Et ce qui est le plus intéressant, c'est lorsqu'une décision semble avoir été prise par une assemblée et que le feu semble avoir éteint, il reste encore à remuer les cendres pour s'assurer qu'aucune braise ne brûle encore. Et ça se fait en demandant à chaque personne qui n'a pas encore exprimé son opinion de partager sa perspective singulière. En fait, chez les Ganegihaga, chaque individu se fait donner un nom unique que personne d'autre n'a, dès l'âge où ils commencent à montrer leur perspective dans le monde. Et chaque nom est, dans cette mesure, un titre, une souveraineté qui réside dans son point de vue particulier, qui a été donné par la création pour l'aider, lui et son peuple, à survivre. Les points de vue de chacun sont primordiaux pour étayer une décision, pour élargir son horizon et s'assurer qu'elle est consensuelle et que chacun va l'appliquer librement. Aucune séparation ici entre les pouvoirs législatifs et exécutifs, qui tous deux coïncident avec le peuple. Et donc, s'il n'y a pas de représentants chez les Rodnusuni, chacun et chacune semble être à la fois législateur et exécutant. J'avais d'autres trucs, mais on est à une demi-heure. Hein? 2 minutes. 2 minutes? Ben, peut-être juste, parce que c'est des trucs assez intéressants c'est dans un autre document qui avait été déposé. C'est le procureur général du Québec qui avait envoyé 55 questions de contre-interrogatoire à Cancinetta. Et j'en avais traduit quelques-uns ici juste pour montrer le fossé entre leur monde. En fait, Cancinetta, son affidavit racontait son expérience, des expériences médicales sur des enfants autochtones. Mais dans les questions de contre-interrogatoire, il n'était pas du tout question de ces expériences. Au contraire, Québec avait envoyé une série de questions d'école portant sur la structure officielle du gouvernement Rodnusuni, en essayant toujours d'en inverser la chaîne de commandement pour montrer qu'en fait, les Ganistansera auraient besoin de l'approbation des chefs et des mères de clan officiels.
Et la réponse de Cancinetta avait commencé par une objection où elle disait les questions ne se rapportent pas aux faits légués dans ma déclaration sous serment, à l'exception du fait que je mentionne que je suis Haudenosaunee. Mais si quelqu'un écrivait dans une déclaration qu'il est ontarien ou péruvien, est-ce qu'on lui ferait subir un contre-interrogatoire sur les détails, la structure des institutions politiques ontariennes ou péruviennes? Ensuite, la première question, qui était un oui ou non, demandait s'il y a bien 6 nations dans la Confédération Haudenosaunee. D'accord. Plus loin, une autre demandait est-ce que chaque nation nomme un nombre défini de chefs? Cancinetta répond non, il n'y a pas de nation ni de chef. Les Rodianers ne sont pas des chefs, ils ne sont pas censés prendre de décisions, c'est le peuple qui prend les décisions. Ils transmettent ensuite leur parole aux Rodianers, à la mère de clan, et aux autres personnes désignées pour porter leur parole. Nous sommes tous égaux dans notre société. Tout le monde peut et doit utiliser sa voix pour remplir ses devoirs et ses responsabilités, pas seulement les Rodianers ou les mères de clan. À la question 10, qui demandait de nommer les 9 titres permanents des chefs Mohawks, Cancinetta finit par demander est-ce que c'est un test d'histoire 101 ou un test de QI comme celui que vous avez fait passer à nos enfants? Parce qu'en fait, il y avait, dans ces expériences psychiatriques, il y avait des tests qui faisaient passer aux enfants d'école résidentielle. Qu'est-ce qui arrive si j'échoue? Allez sur Wikipédia si vous voulez vraiment savoir. C'était ce type de conversation qui avait lieu, mais ce qui est le plus intéressant, et je vais prendre peut-être une petite minute parce que j'ai quasi fini, c'était l'insistance du procureur général du Québec pour trouver le véritable lieu où repose l'autorité dans la société Ghanaienne-Karaga, et particulièrement à Kahnawake, demandait quelle maison longue existe, à laquelle vous êtes affilié, est-ce que vous avez eu l'approbation des maires de clan, des chefs officiels, tout ça. Et à cette question, à quelle maison longue vous appartenez, elle a répondu les bâtiments et les villages ne font pas de nous ce que nous sommes. Nous disons qu'il y a une seule maison longue qui commence là où le soleil se lève et se termine là où le soleil se couche. Le ciel est son plafond et le sol est son plancher. Pour nous, il n'y a qu'une seule maison longue pour le peuple, c'est Onowarege, l'île de la Tortue. Mais d'un autre côté, si vous parlez de bâtiments physiques à Kahnawake, il y a des milliers de bâtiments à Kahnawake, donc des milliers de maisons longues. Nos réunions peuvent avoir lieu dans n'importe quelle maison. Et je finirai, toute dernière chose, avec la question 12 du procureur général du Québec qui demandait si l'un des chefs des grands conseils qui existent aujourd'hui, il y en a un à Onondaga et un à Six Nations of the Grand River qui a été formé après la Révolution américaine, si un de ces chefs officiels-là vient de Kahnawake. Et en fait, la réponse est non. Et je crois que ce n'est pas une coïncidence si Kahnawake, qui est un territoire iroquoien ancestral qui est devenu une mission catholique jésuite en 1716, ce n'est pas un hasard si c'est un territoire sans chef et en même temps le lieu d'où ont émergé des figures majeures comme Galunak Tajé Louis Hall, la Warrior Society dans les années 60, le blocage du pont Mercier en 1990 et la lutte actuelle des Ganistan-Serra sur Deganundak Mont-Royal. Car à Kahnawake, abrité sous les longues feuilles des hommes des marais, entouré de Français et de convertis chrétiens, les familles traditionnelles non chrétiennes de Kahnawake ont dû secrètement perpétuer la Ganegoa dans sa version la plus essentielle et élémentaire, souvent sans s'appuyer sur aucune structure ou institution visible. Et on y voit que la Ganegoa se vit tout d'abord dans les usages et les pratiques des gens, comme une méthode, une façon de se conduire en toute situation et d'assumer soi-même ses devoirs et ses responsabilités culturelles, de porter sa maison longue sur son dos.